Bonjour Virginie, je suis contente de te recevoir pour parler de la méthode Feldenkrais avec les enfants aujourd'hui, dans le cadre voilà, de notre série de vidéos IFELD sur les différentes applications de la méthode Feldenkrais. Et puis, je reçois aussi Thierry qui travaille aussi avec les enfants et qui est danseur, voilà, qu'on va entendre par la suite. Alors, pour commencer, j'aimerais te demander à quel moment de ton parcours professionnel tu as rencontré la méthode Feldenkrais. Voilà, qu'on sache un petit peu comment s'est fait cette première rencontre pour toi. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que au départ, tu es praticienne Feldenkrais, bien sûr, mais tu es aussi psychomotricienne et donc ton travail s'adresse, aux enfants et aux adultes. Mais aujourd'hui, on va parler particulièrement des enfants. Voilà, donc si tu peux me raconter un peu ton histoire, comment a commencé ton histoire avec la méthode? Alors, la méthode, tout simplement, m'a été présentée lors de mes études de psychomotricité et on m'a présenté la pratique Feldenkrais comme une méthode de relaxation, au même titre que Gerda Alexander, Jacobson, Burgess, etc. Ensuite, j'ai rencontré, lors d'un stage en troisième année, avec mon maître de stage, justement, qui faisait des petites activités comme ça, puis en individuel. Je dis, bah, je vais lui faire ces mouvements-là. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la méthode Feldenkrais. Alors, en effet, c'était dans un EHPAD. La personne était allongée. Et à ce moment-là, ma maître de stage lui prenait le bras, lui levait, lui rebaissait, lui relevait, lui rebaissait. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Voilà, ça, c'était vraiment mes premiers pas dans la méthode. Mmh. C'est sûr que Et présenter la méthode comme une méthode de relaxation, c'était un peu, réducteur en fait par rapport à tout ce qu'on peut proposer. exactement. Après, moi, bon, c'est quelque chose qui m'est resté quand même en tête au fur et à mesure lors de ma clinique et il a fallu que j'aille un peu plus loin. Et un jour, c'est toujours la même chose, hein, c'est des questions de rencontre. J'ai vu qu'il y avait une praticienne qui n'était pas très loin de chez moi et qui proposait des ateliers. Et là, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir, en fait, de façon plus concrète, ce que ça donnait, ce que c'était. Et je m'y suis mise et j'ai pas pu, enfin, pour moi, quoi, histoire de dire, je me ressource. Mmh. Et à partir de là, j'ai vu tous les bienfaits que ça pouvait avoir sur ma patientèle dans les décompositions de mouvements, dans la conscience de soi, dans la façon justement d'apporter aussi de la détente. Et là, je retrouvais le côté relaxation qu'on m'avait Mmh. donné initialement. Mais ce qui m'intéressait énormément, moi, pour le coup, c'était plus tout ce qui était discoordination, pardon, et en même temps coordination. Et Mmh. trouver les liens entre chaque partie du corps. Et ça a été magique parce que c'est ce qui me permet derrière, en fait, de travailler en Feldenkrais et en psychomote en même temps, quoi. Et Oui, ça te permet d'associer directement les 2 comme ça et d'avoir des clés exactement. aussi pour améliorer ton travail en psychomotricité. Exactement. Alors, Voilà. moi, j'ai voulu derrière, en fait, faire la pratique et la formation, tout simplement parce que moi, j'avais retrouvé du bien-être pour moi, qui était nécessaire parce qu'à force de donner, il faut aussi pouvoir recevoir. Bien Me sûr. retrouver aussi, retrouver, de la souplesse, retrouver de la fluidité, de l'écoute, de l'attention, de la concentration et après se dire: «Mais pourquoi, ne pas le transmettre aussi?» parce que quand on est bien, c'est vraiment plus facile de montrer aux autres aussi qu'on peut être bien, surtout quand on est dans une profession de soins Mmh. et après, de voir toutes les pathologies qui pouvaient être aussi améliorées par ce biais-là et avec, pour moi, une médiation supplémentaire. Parce que pour le coup, la pratique Feldenkrais, c'est une médiation pour moi qui est pas négligeable aujourd'hui. Que ce soit, auprès en effet des enfants que les autres. Et chez les enfants, on retrouve toutes les bases du développement psychomoteur en Feldenkrais.
Bien sûr. Et, Et alors, et on je- fait souvent c'est vrai qu'on fait souvent la différence entre le fait que ça soit une méthode thérapeutique ou pas. En Feldenkrais, on essaye, pour la majorité des praticiens Feldenkrais, de rester en fait dans le champ de l'éducation, de l'éducatif. Mais on voit bien que, par exemple, pour les ergothérapeutes, pour les psychomotriciens, pour les kinés, la frontière est vraiment très étroite entre qu'est-ce qui est thérapeutique et qu'est-ce qui est de l'éducation ou de l'éducation thérapeutique finalement qui revient très à la mode maintenant ou de la prise en charge. Moi, Alors, je dis souvent que c'est un peu la fin de rééducation, la récupération globale du schéma corporel ou de la conscience de soi qui souvent est un petit peu bâclée dans beaucoup de rééducation et qui est là très présente avec la méthode. Je ne sais pas ce que tu en penses ou oui, comment tu le vois. alors moi justement, j'allais te dire que la méthode, je l'utilise dans, on va dire, trois axes. Comme en psychomotricité, c'est-à-dire que je vais avoir le côté éducation. Alors là, ça va plus être dans le champ du handicap moteur. Mm, Je vais avoir le côté rééducation, quand on va être plus avec peut-être des enfants dyspraxiques, où ils ont leur développement, mais où il y a les coordinations qui ne sont pas tout le temps là. Donc, on rentre dans ce côté où on montre d'autres chaînes mm, qui permettent justement d'étayer leur coordination, mais en même temps d'aller retrouver toute la mémoire ou d'aller la stimuler, toute cette mémoire corporelle. Et après, sur le côté thérapeutique, parce que forcément, quand on améliore quelque chose, derrière, l'image que la personne a, elle est valorisée et du coup, le schéma corporel et l'image du corps sont eux aussi impactés. Donc, on est vraiment sur les trois champs. Euh, et tout va dépendre de la personne qu'on a en face. bien sûr. Donc, si je parle de l'éducation, j'ai vraiment un modèle en fait d'une enfant qui est polyhandicapée et qui vient me voir, mais spécialement pour du Feldenkrais à mon cabinet et avec qui j'ai travaillé de façon linéaire. Et là, je suis vraiment dans de l'éducation, dans de la stimulation, dans le sens où j'invite justement à découvrir les différents moyens qui sont apportés de cet enfant, que ce soit sur une stimulation tonique. Et je vais avoir des séances où oui, je vais partir par le mouvement proximal, d'autres par le mouvement distal, et puis on va créer les liens. Et au fur et à mesure, même si c'est dans la répétition, bah, de voir que cette répétition, elle fonctionne et que derrière, bah, l'enfant gagne en autonomie. Et d'une enfant qui n'était pas capable, enfin, qui avait une hypotonie monumentale massive et qui aujourd'hui, après, on va dire, 2 ans maintenant, est capable de se tenir debout, de faire ses quelques pas, qui se met assise toute seule. On est là encore, malgré tout, dans des apprentissages de la quadrupédie, en tout cas de la position des quatre appuis. Mm. Mais de voir que la verticalité est aussi quand même présente, c'est un cheminement qui est magique. Et ça, le Feldenkrais, enfin, moi, j'aurais pas pu intervenir autrement qu'en Feldenkrais avec elle. C'est pas Mm. possible. Les psychomotes, j'aurais été perdue, par Oui, c'est exemple. ce que c'est le genre de d'application aussi que j'avais rencontré avec les enfants polyhandicapés ou comme tu le cites des enfants hypotoniques. Juste pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, quand on parle Oui, d'hypotonie, c'est quelqu'un qui a voilà une force apparemment une force musculaire très faible et très peu de tonus, c'est-à-dire voilà où par exemple la tenue de assise ou debout est difficile ou voire impossible. Et impossible. juste avant, tu as parlé de mouvement proximal ou distal et voilà, ça, c'est intéressant, c'est le vocabulaire qu'on utilise, mais je ne sais pas si tout le monde le comprend. Donc, ça veut dire qu'on utilise des mouvements qui sont plus près des extrémités, hein, distales, ou plus près du centre, plus proximal. Et on alterne entre des mouvements du centre et des mouvements des membres, voilà, pour stimuler finalement l'ensemble, pour recréer les chaînes entre les extrémités et le centre. Donc, ça fait partie évidemment de nos stratégies d'action en Feldenkrais.
Voilà, c'était Ouais. pour expliquer un petit peu, on ne sait jamais. Non, mais tu fais bien. Et ce qui est intéressant aussi pour notamment les enfants dyspraxiques, donc c'est les enfants qui ont des difficultés de coordination, du coup, qui n'ont pas de retard intellectuel, hein, ou de difficulté intellectuelle, mais juste Mm, le coordination qui ne vont pas. C'est intéressant parce que ça me permet de décomposer en fait le mouvement. Et en décomposant le mouvement, les enfants comprennent justement les liens et les intègrent beaucoup plus facilement et après ben, s'étonnent de leur performance parce qu'ils y arrivent. mm. Alors que spontanément, si on ne décompose pas pour eux le mouvement, ils ont un début, ils ont une fin, mais les étapes intermédiaires ne leur sont pas évidentes. Oui, donc tu peux comme ça Euh, retravailler avec eux toutes les étapes intermédiaires une par une et faciliter les étapes intermédiaires. Voilà, et leur permettre en effet Ah, d'avoir le début et la fin, mais avec tout ce qui va au milieu, et en tout cas de l'intégrer dans leur mémoire psychologique, mais aussi motrice, oui, essentiellement. oui, ça c'est la chose qui est vraiment très importante dans notre méthode, c'est comment le cerveau, en fait, garde mémoire de ce qui a été réexploré, un peu comme on le fait normalement dans le développement. Quand l'enfant explore des mouvements, justement, ça permet de construire son schéma corporel, ça permet de construire ses stratégies. Et on a en effet des enfants qui n'ont pas enfin, qui n'ont pas réussi cette étape ou qui étaient perturbés dans cette étape. Exactement. Tu me fais penser à une petite fille que j'avais suivie à un moment et sa mère me disait quand elle est à table, si elle veut attraper son verre d'eau, au passage, enfin son chemin n'est pas direct vers le verre d'eau au-dessus de l'assiette, mais au passage, elle renverse tout. Et c'était vraiment une vraie catastrophe. Et pour tout, à l'école, pour tout, en fait, elle avait l'impression que tous les objets autour d'elle valsaient dans tous les sens. Et après quelques séances, notamment travail du rampé, du quatre pattes, retrouver des petits jeux avec de la façon de poser ses mains sur le sol, comme un chat qui marche sans faire de bruit, ou comme un ours qui fait des pas beaucoup plus lourds. Et elle avait complètement, pendant un petit moment, complètement amélioré son rapport à l'objet sur la table ou sur le bureau. Ça paraissait «magique» entre guillemets à tout le monde. C'est pas du tout magique, hein. On sait tout à fait comment ça fonctionne dans le cerveau, mais de l'extérieur, ça peut le paraître, effectivement. Et Et alors, voilà. quand est-ce que tu as pensé que ce travail pouvait s'adapter aux enfants? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu tout de suite dès ta pratique personnelle ou dans la formation, ou ça s'est développé par la suite? Non, après, sur le côté personnel, comme je l'ai dit, hein, les bienfaits que ça me faisait et les décompositions finalement et les liens qu'il y avait entre les différentes parties ben, de nous-mêmes et les bienfaits sur notre image, sur la détente, etc. Pour moi, c'était sûr que c'était une médiation, c'était de la psychomote du reste. Mmh, Et pendant la formation, je me suis battue à me dire, est-ce que je suis praticienne Feldenkrais? Est-ce que je suis psychomotricienne? Comment je fais pour au bout du compte dire, mais je suis les deux, donc tu ne te mmh. prends pas la tête, et l'un complète l'autre. Et en effet, parce que pour moi, la pratique Feldenkrais, c'était obligatoirement de la psychomotricité. Et oui. Et oui, Et oui. Oui, c'est tellement direct mais dans c'est la. pas possible autrement, en fait. Mmh, Et, euh, et du coup, derrière, outre l'application pour moi-même, il était clair que c'était aussi, bah, comme je disais depuis tout à l'heure, une médiation que j'allais avoir de plus dans mon sac, dans ma trousse à outils, ma caisse à outils, mmh, et que j'allais proposer en fait à mes patients. mmh. Je pense que c'est de la Et psychomotricité enseignée d'une autre manière que celle dont on enseigne peut-être la psychomotricité au départ. alors, il y a ce côté-là. Après, bon, en psychomotricité, bien sûr, on a tout le côté psychologique hein, Mmh, qui va avec, tout le côté neuroanatomique, tout le côté. Voilà. mmh, Mais le fait qu'on passe par le corps, qu'on explore justement par soi-même
et que c'est cette transmission qui se fait par la suite. C'est quelque chose de magique et, et- et le corps en psychomotricité, même si bon, Jolie ne veut pas qu'on parle de corps en Feldenkrais, c'est le premier outil. Voilà. Et Oui, cet outil-là, c'est nous, en fait, en tant qu'humains. Donc, on ne peut que l'utiliser. Et l'utiliser, le découvrir, l'appréhender, intégrer et transmettre, c'est vraiment que des belles choses, en fait, qu'on ne peut que partager avec les patients qui viennent nous voir, puisqu'on reste dans le soin et dans le mieux-être pour eux. Donc, que des bonnes valeurs, quoi. tout à fait. On a le droit de parler de corps une fois de temps en temps, sachant que le corps et l'esprit, les sentiments, les émotions et tout le reste sont toujours en interconnexion en fait constante. Voilà. C'est vrai qu'en Feldenkrais, Exactement. on parle plus du mouvement du corps que Mm. du corps tout simplement pour éviter de dissocier le corps et la tête Ouais. et éviter le genre de discours de certaines personnes qui disent ah mais mon corps assis et ma tête fait ça et voilà pour rassembler et être en bonne amitié avec son corps et sa tête Voilà, ensemble. donc en psychomotricité. Voilà, psychomotricité. Et Moshe Feldenkrais le dit d'ailleurs hein, dans certains de ses livres. J'ai choisi l'abord du corps parce que c'était le côté le plus facile et le plus concret, sachant que par l'abord du corps, finalement, l'ensemble de la personne va être touché. Autant ses émotions, l'image de soi, le sentiment de soi, la confiance et tout ce qui va avec. Mais le côté concret du corps, le côté squelettique, c'était un abord assez simple. C'est Exactement. voilà, les Et, psychologues et- ont abordé la psycho et c'est plus complexe parfois d'aborder les sentiments directement. exactement. Et ben, je vais rebondir là-dessus parce que j'ai un exemple flagrant, c'est-à-dire qu'avec des adolescents, notamment ayant des troubles du développement, donc on parle la plus, on va dire, de neurodéveloppement, donc d'autisme, hein, du Mmh, côté général, où le contact est très difficile, où la perception de soi est compliquée. Euh, Eh ben, c'est magique parce que on peut rentrer en fait en travail vraiment sur le schéma corporel et sur l'image du corps à travers l'enseignement oral, style PCM, mais en individuel, et au fur et à mesure en fait d'intégrer les IF, donc avec ce contact tactile et où il y a la compréhension en fait qui se fait plus naturellement. On mmh, a de la distance au départ et au fur et à mesure, on se rapproche dans des climats de confiance et la perception en fait que l'ado a à ce moment-là, parce que bon, j'ai une vignette clinique bien sûr en tête, mmh. elle s'étaye et il y a le vocabulaire qui va avec, il y a les émotions, il y a les sensations qui s'enrichissent et ça c'est magique. C'est extraordinaire. Alors, c'était pas gagné. Mmh. Voilà. Merci pour ce témoignage, Virginie. Je te remercie voilà, de participer à cette interview, à cette vidéo et à cette présentation de la méthode Feldenkrais avec les enfants. Donc, un grand plaisir. Bien sûr, on va continuer. En fait, la vidéo se prolonge et on va retrouver Thierry qui va nous expliquer voilà, comment il a découvert la méthode. Et puis ensuite, on vous retrouve tous les deux en dialogue. Voilà, ce qu'on avait enregistré ensemble en novembre. Voilà, c'est un dialogue plus interactif entre vous deux avec un passage de parole entre vous deux. Merci bien. Et avec plaisir. Alors, bonjour Thierry. Euh, Non. je suis ravie de te recevoir pour ces entretiens. On a réenregistré le début, voilà, un petit peu plus tard, puisque je voulais te demander comment tu as découvert la méthode Feldenkrais, mais peut-être avant, qu'est-ce que tu as fait avant de pratiquer la méthode Feldenkrais? Qu'est-ce qui t'a intéressé pour t'amener jusque-là? Alors, moi, j'ai été étudiant en histoire de l'art jusqu'à un cursus de licence.
Et pendant ce moment d'histoire de l'art, j'ai rencontré la danse contemporaine. Je suis tombé dedans en même temps que les études d'histoire de l'art et je suis tombé dans une compagnie qui était semi-professionnelle, avec qui je prenais des cours, qui m'a demandé d'intégrer les créations. J'ai commencé un premier solo qui a été vu par des professionnels et on m'a dit de faire un choix entre les études ou la danse. Les études, je pouvais les reprendre plus tard. La danse, c'était maintenant ou jamais. Mm. Donc voilà, j'ai suivi leurs conseils et je me suis retrouvé donc à 19 ans dans un conservatoire à travailler, récupérer tous les acquis que je n'avais pas. Voilà, et puis je suis resté, j'avais un contrat avec le conservatoire de rester qu'un an pour que je ne prenne pas trop de tics de conservatoire. Et puis parce que je risquais de m'ennuyer, donc je suis resté un an et je suis parti à Paris. Et là, bah, la vie s'est enchaînée plutôt bien puisque je me suis retrouvé à Avignon chez Maïté Fossen en stagiaire pour une création. Un danseur est tombé malade, j'ai remplacé le danseur. Je suis rentré dans le métier directement comme ça, assez rapidement. Et puis après, bah, j'ai suivi un peu mon feeling et les personnes que j'avais envie de rencontrer, en sachant que j'avais aussi besoin, moi, de combler un, un espace entre une maturité intellectuelle et une non-maturité corporelle, puisque j'avais pas 10 ans de danse derrière moi. Voilà. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions, d'aller chercher, gratter un petit peu ailleurs, donc de travailler un peu plus, mais aussi de voir comment je pouvais construire le mouvement et le corps différemment et essayer de combler un petit peu cette différence entre la maturité que je pouvais avoir de compréhension de ce qu'on me disait et comment le réaliser. Voilà. Et donc, j'ai commencé à aller chercher plein de choses. Donc, j'ai rencontré l'analyse du mouvement avec Marie-Christine Georgiou, Calais Germain aussi sur l'analyse du mouvement. Donc, tous Mm. ces moments aussi où ça commençait à émerger, ces pratiques dites somatiques, le BMC, voilà. Et puis un jour, je suis tombé sur un stage avec Claude Espinassier. Voilà, et ça a été une petite révélation sur plein de points, sur plein d'endroits. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des courbatures alors qu'on ne bougeait pas grand-chose. Donc, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose qui devait être tout à fait questionnant pour moi et qu'il fallait que je continue. Et puis surtout, j'ai été extrêmement touché par la façon d'être de Claude, la façon qu'il avait d'enseigner, de prendre un groupe en considération. Et je me suis dit que ça, ce n'était pas dû qu'à la personne, c'était dû aussi à ce qu'il enseignait. Voilà. Mm. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions autour de Moshe Feldenkrais. Donc, j'ai été voir, alors moi, je suis quelqu'un du livre, donc j'ai été voir ce que je pouvais acheter. Donc, j'ai récupéré tous les livres de Moshe, j'ai commencé à potasser ça, à faire une petite cuisine avec tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais bon, il va falloir que j'aille à la source. Voilà. Et puis une rencontre avec Anne Martin, qui à l'époque venait faire une chorégraphie à Clermont et je l'accompagnais. On s'est mis à discuter de Feldenkrais et elle me dit, je suis un cursus à Lyon. Et elle me dit, c'est très bien. Et je lui ai dit, bah, écoute, ça m'intéresse bien. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à IFELD. On aurait presque pu te glisser dans la vidéo sur la danse où où il y avait déjà 4 invités. Et c'est en fait dans toutes nos interventions, toutes les interviews que j'ai faites avec ces vidéos, tout le monde a parlé à un moment ou à un autre de Claude Espinassier. C'est le point commun. Je ne savais pas, en fait, hein, en le Ouais, mais faisant. Je savais pas que c'était le point commun entre tout le monde, mais je crois que toutes les personnes que j'ai interviewées ont travaillé à un moment ou à un autre avec Claude Espinassier. bah, il a vraiment été très actif dans le champ de la danse, en fait. Oui. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui a été beaucoup sollicité par les compagnies pour justement des compagnies qui demandaient aussi aux danseurs d'avoir de la conscience, de fabriquer du mouvement, mais en toute, c'est avec Dominique Bagoué, c'est évident que voilà, il a fait beaucoup intervenir Claude, mais plein de gens, Larieux, des gens comme ça, ont fait Mmh. intervenir toutes ces techniques aussi qui permettaient d'abord d'user du corps différemment, éviter de rester figé dans une habitude, dans un style, de poser aussi la question du confort, et je pense Mmh. derrière tout ça aussi la question de l'imagination du mouvement. Oui, aussi. Voilà. Mmh.
parce que c'est aussi ça qui est en jeu. Et moi, c'est aussi pour ça que cette méthode m'intéresse, c'est-à-dire que ça me permet d'aller inventer d'autres choses, puisque je me rends compte qu'il y a plein de petits endroits d'usage qui permettent d'ouvrir un imaginaire, des potentialités, et aussi de ne pas se poser la question de qu'est-ce que c'est que le mouvement et à quoi ça doit ressembler. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est primordial, quoi, en fait. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour cette, première, partie pour connaître un peu ton parcours et comment tu en es arrivé finalement à venir travailler avec les enfants? Parce qu'en plus, tu explores la danse, et on peut dire la danse et le Feldenkrais puisque finalement tout finit par être mêlé, mais vraiment avec des tout petits, petits. C'est pas si évident que ça d'aller diffuser, la danse dans les crèches, j'imagine? Alors comment t'es venue cette idée, cette envie? Alors ça, c'est une chose auquel je n'aurais jamais pensé. En fait, c'est une rencontre. C'est vrai que moi, j'avais été interprète dans une compagnie jeune public, donc on a commencé à me solliciter pour des interventions au milieu scolaire. Donc c'est un endroit qui m'intéressait bien, de travailler avec des écoles maternelles, des choses comme ça. Et puis un jour, je me suis dit, mais bon, à force de travailler avec eux, j'ai aussi envie de créer pour eux. Donc j'ai fait une première pièce très jeune public, donc d'abord pour les maternelles, en résidence dans une école, en me servant de tout ce que j'avais mis en jeu avec les enfants, de voir comment moi je récupérais tout ça et j'en faisais une œuvre, une pièce. Et j'ai une directrice de relais petite enfance, voilà, qui est venue voir le travail et elle me dit, bah, écoute, je veux le spectacle pour les assemblées maternelles et les enfants. Mais Mmh. elle me dit, par contre, moi, j'ai une condition sine qua non, c'est que tu dois faire des ateliers avec les enfants, tu dois faire des formations des assemblées maternelles et le spectacle viendra au mieux de tout ça. Elle dit, ça fait partie de moi, comment je construis un cadre d'éveil artistique et culturel. Donc, D'accord. je lui ai dit, bon, écoute, je veux bien, mais je n'ai jamais fait ça. Elle me dit, bah, de toute façon, il faut essayer. Et, et donc, je suis rentré un petit peu là-dedans, comme ça, par hasard. Alors, c'est une personne avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans. Donc, on a collaboré pendant 20 ans. Donc, en essayant de mélanger vraiment tout ce que elle attendait de l'éveil artistique et culturel, toutes les connaissances que moi j'avais sur le corps, sur la danse, sur ce que ça pouvait mettre en jeu chez les tout petits, et aussi avec les étangs maternels aussi comment créer des outils d'observation, de compréhension des éléments du développement des enfants. Donc du coup, essayer de comprendre pourquoi un enfant avait besoin de grimper, pourquoi il avait besoin de place pour ramper, comment il le faisait. Et donc voilà, c'est là aussi où toute la question Feldenkrais est arrivée, mélangée avec aussi tout le travail d'observation que Pickler avait fait. Mmh. Et donc voilà, et c'est là aussi où moi j'ai commencé aussi à avoir des outils d'analyse et de regard que je peux confier aux gens. Voilà, donc toutes les histoires de position, comment on passe debout, assis, couché, comment on ne force pas un enfant à aller au-delà de ce qu'il n'est pas capable de faire, expliquer aussi toute la question des courbes, voilà, de sensibiliser aussi tout ça. Et puis, c'est surtout que les enfants, le mouvement, c'est la vie, c'est leur, c'est leur quotidien. Mmh. C'est absolument merveilleux pour un adulte d'être que là-dedans parce qu'il n'y a pas de choses il n'y a pas de questions à se poser, il y a juste à faire et à être. Et après, c'était aussi comment se mettre en discussion artistiquement avec les tout petits, puisque en tant qu'adulte, quand on va voir un spectacle, eh bien, on lit un spectacle au travers de nos références. Sauf qu'on a des références à 40, 30 ans, 50, 60 ans qui sont diverses. On va voir un Oui. spectacle, rejaillissent des traces, des souvenirs de ce que l'on a vu, de ce qu'on a vécu. Et que se passe-t-il avec les tout petits? Ils ont aussi des traces, donc elles sont évidemment plus infimes. Elles ont 6 mois, elles ont 1 an. Elles sont souvent des traces purement de vécu corporel. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans la création, c'est de repasser un petit peu dans ces choses-là et que les enfants puissent lire le travail que je fais en fonction de leur mémoire. Et donc, ça donne des choses étonnantes. Si je suis entravé par un carton, mais il y a un petit garçon qui dit bah, couche-culotte. Ça veut dire que ça rappelle bien quelque chose. Il lit le spectacle au travers de sa propre expérience. Mmh. C'est-à-dire qu'il délivre qu'il est entravé par la couche-culotte. Et quand il me voit faire, il comprend très bien ce que je fais. Voilà. C'est Et donc, amusant, oui. c'est là aussi où la question du petit spectateur est très intéressante parce qu'ils offrent une lecture. Et donc, qu'est-ce qu'on leur donne
qu'est-ce qu'on crée pour eux pour qu'ils puissent lire, expérimenter, vivre et ressentir, en sachant qu'en plus, les tout petits, le corps qui bouge, eh ben, ils le reçoivent directement. Donc, c'est vraiment tout de suite une réception kinesthésique, empathique, voilà, ils dansent en même temps que moi. Donc, ça vient aussi questionner plein de choses. C'est quoi un statut de petit spectateur, sachant qu'un enfant n'est pas fait pour rester immobile jusqu'à quelques années, normalement, hein, jusqu'à 5-6 ans, un enfant doit être toujours dans le mouvement. Bien Donc, sûr. voilà, ça pose aussi toutes ces questions aussi de comment on considère les enfants et à quoi on les contient et à quoi on les astreint. Donc, moi, ça a été jusqu'à aussi écrire un ouvrage sur la question du tout petit jeune spectateur, parce que j'étais fatigué d'entendre des réactions de gens dire oui, mais le spectacle ne les intéresse pas, ils sont toujours en train de bouger, ils dansent. Voilà. Et donc, ça a mis en branle tout un champ de réflexion et de mise en pratique artistique très casse-gueule, dans lequel je vais avec énormément de plaisir, en sachant que ça enlève aussi euh, ces endroits qui sont aussi très violents puisqu'ils ne correspondent pas au cadre. Mm. Mais voilà, moi, je travaille pour les enfants, je ne travaille pas pour les adultes. Voilà, je l'assume. Je, 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 je vis aussi ça de façon un peu particulière parce que les adultes ne comprennent pas. Voilà, mais tant que les enfants arrivent à se saisir de ce qu'il leur est proposé, en bien ou en mal, parce qu'ils ont le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Donc, c'est Mm. toutes ces questions-là. C'est aussi la question de un enfant peut faire des choix, comme il doit avoir des choix corporels, mais pour avoir à choisir, il faut au moins proposer deux choses. Voilà. Et c'est toutes ces questions-là aussi qui sont à l'œuvre dans le corps. Et là, on rejoint tout à fait Feldenkrais. C'est-à-dire, il y a une façon, peut-être une autre façon, et encore une autre façon, et encore une autre façon, et encore une autre façon, et chacun trouve sa façon de. Et oui, Voilà. les propositions, en fait, les propositions diverses ou les propositions auxquelles on n'aurait pas pensé d'emblée, offrent du choix finalement et là-dessus on rejoint tout à fait, on rejoint tout à fait le Feldenkrais. Aussi de faire découvrir, que dans ce que j'entends que tu nous dis, c'est de faire découvrir, des choses que l'enfant ne peut pas demander parce qu'il les connaît pas, mais on peut le mettre en contact, voilà, avec des univers, tout nouveaux. Oui, Tu nous des feras images, passer les références de ce que tu as écrit? Ça oui, nous oui. intéresserait, beaucoup, peut-être même de mettre ça en lien, parce que c'est en tant que enfin, quand on parle de spectacle pour enfants, on imagine souvent les enfants assis à regarder le spectacle et c'est ce qu'on voit la plupart du temps et l'enfant souvent aurait envie d'être acteur aussi, de venir, toucher, de venir se promener dans le spectacle et c'est pas évident de laisser un enfant, immobile, Non, pendant un quart d'heure, 20 minutes ou une demi heure, et le contraire aussi. voilà. Et le contraire aussi, parce que moi, je fais des expériences, c'est-à-dire que il y a cette envie, l'enfant, à un moment donné, il a le désir d'eux, sauf que là, il a le désir. Donc, il vient. Alors, en général, ce qui est très surprenant avec les tout petits, en plus, c'est que ils ne sont pas encore dans du mimétisme, ils ne sont pas dans du groupe. Donc, des fois, Mmh. sur 25 enfants, il y en a juste un, et ça Mmh. n'entraîne pas les autres. Donc, là aussi, il faut déconstruire, ils veulent tous y aller, c'est pas vrai. Il y en a souvent très peu. Le problème qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils sont là, comment on les accompagne à sortir? Parce que là, il faut trouver le désir de sortir. Et si personne les accompagne, si on les accompagne par la sortie, ça peut être vraiment des endroits de violence pour eux parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Mmh. Voilà. Donc, moi, j'ai vécu ça sur un spectacle où j'avais pensé à l'entrée, la possibilité de rentrer, donc tout était chorégraphié pour ça, mais je ne pouvais pas sortir de la danse pour accompagner les enfants. Ah Donc, oui! euh, donc là, il y a eu vraiment tout un constat qui a été fait de se dire où on a loupé quelque chose. Donc là, moi, je suis Mmh. passé sur une création où justement je peux et accompagner l'enfant, du moins. L'enfant peut rentrer, mais je peux l'accompagner à sortir si je sens qu'il n'y arrive pas. Donc c'est une autre chose. Voilà, mais ça met aussi vraiment des questionnements artistiques très, 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 très forts. Et souvent, tu poses, c'est pour ça que je dis que c'est de la recherche, tu poses une hypothèse et la réponse t'amène à une autre question. Mmh. Voilà. Donc, Tout à fait, c'est vraiment super intéressant pour ça, en fait. tout à fait. Et Feldenkrais aide aussi à trouver aussi cette liberté de se dire je peux sortir, rentrer, revenir, voilà. C'est cette Je question peux aussi, arrêter, je peux faire une pause, ouais, voilà. aussi. C'est la Oui, question de la fluidité, en fait, voilà, oui. de la fluidité, de l'attention à ce qu'il se passe et à tout ce Mmh. qu'il se passe autour, proche, loin, voilà. C'est tout ça
qui se brassent aussi à un autre endroit, en fait. Tout à fait. Moi, je te remercie beaucoup pour cette, présentation. Voilà, je pense que ça nous donne une bonne idée de ton parcours, avant la méthode Feldenkrais et puis comment tu as rencontré et mixé tout ça ensemble autour des enfants. Ça me donne envie encore plus d'aller découvrir le travail que tu as fait avec les enfants d'ailleurs. Voilà, Bah, il va y tu avoir nous mets l'eau à la bouche, là, finalement il y a là. là, il y a un documentaire qui est en train de se fabriquer, qui sera Ah, disponible à partir du mois de juin. Voilà, magnifique. qui sera aussi accessible sur une expérience un peu, hors norme. Oui. Donc oui, juste que cet enfant donc, était tout le temps dans l'hyperextension. Et après tout un travail autour de l'enroulement, entre autres, j'ai j'ai apporté en fait le mouvement, mais pour qu'elle puisse elle-même se mouvoir tout en suivant en tout cas ce qu'elle me proposait. Donc on est passé par les retournements, par la position assise, et puis là, ce qui était plus flagrant, c'était repartir en fait sur des appuis, aussi bien les appuis des genoux, les appuis des mains, parce qu'à savoir qu'elle avait toujours une main qui était jamais en appui, en fait, où on n'appuie pas contre la paume, mais contre le dos. Donc, au niveau après de la transmission squelettique, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a des photos où, pour moi, c'était incontournable en fait de les mettre quand elle est vraiment assise sur ses talons, mais avec les deux mains vraiment en appui au sol, parce que c'était une grande étape pour elle. Voilà. Après, de pouvoir aussi utiliser le petit marchepied que j'ai utilisé de différentes façons, aussi bien donc, pour qu'elle puisse y poser les mains, on va dire, que aussi pour y déposer en fait son buste. Parce que avant de pouvoir se tenir plus ou moins à quatre pattes, chose qu'elle n'arrive toujours pas à faire dans la durée, j'y ai aussi été y mettre du dur, du sensoriel, comme support autre que mes mains, ou pour qu'elle puisse justement ressentir les choses autrement. On a changé d'axe aussi. On s'est mis contre le tapis, on s'est mis sur le dos, sur le ventre. Enfin voilà, on a joué sur plein d'espaces, en tout cas d'axes spatiaux. Et pour arriver en fait à ce qu'elle puisse au fur et à mesure venir de la position sur le ventre, assise sur les talons toute seule, et puis se redresser. Aujourd'hui, elle se redresse sur les genoux, c'était quelque chose qui était impossible, et on arrive à se mettre à la position debout. Donc ça, je voulais pas montrer parce que je ne peux pas tout montrer. Mais et j'ai utilisé aussi bien évidemment le rouleau. Vous avez pu voir en fait pour aussi donner un axe, en tout cas une possibilité de s'enrouler aussi bien sur le rouleau que le rouleau qui monte et qui lui permet d'acquérir une certaine verticalité. Et ce sont tous ces jeux, on va dire, qui permettent justement des appuis, mais qui vont aussi vers l'avant, dans le sens où aujourd'hui, quand elle me pose les deux mains à plat sur le rouleau, mais je suis ravie, je suis aux anges. Et pour elle et pour moi, entre Et autres. oui, quand on travaille avec les enfants comme ça, enfin avec les adultes aussi, mais particulièrement avec les enfants, je me dis souvent qu'on a beaucoup de petites victoires dont on est ravi comme ça, voilà. Tout d'un coup, au lieu d'avoir un appui sur une main et un appui sur le dos, on se dit: «Ah, aujourd'hui, on s'appuie sur les 2 mains, qu'est-ce que c'est formidable!» et cetera. Et oui, c'est plein, plein, plein de petites victoires parce que c'est tout l'avenir, en fait, du mouvement qui est en jeu, quoi. C'est sa future vie en mouvement qui se joue, là dans toutes ces petites victoires et Alors, c'est joué aussi sur tous les appuis. Alors, on dit, bon, pour arriver à l'appui sur les mains, ça a été aussi des appuis sur les avant-bras, ça a été des appuis voilà, sur le côté. Enfin, tous les appuis corporels finalement qu'on peut trouver, c'était de les redécouvrir, de les montrer. Alors, en changeant, en intervenant, on va dire, avec des objets ou sans objets, hein, tout dépendait en fait des séances et de son envie aussi de participer, parce que, comme tout le monde, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et, et quand on est moins dans le dynamisme du mouvement, on va aller dans
une approche plus fine, où là, je vais être davantage peut-être sur la mâchoire, sur le retournement, mais en douceur, sur les pieds aussi, parce qu'elle avait les orteils qui étaient toujours en extension, hein, ou très fléchis. Donc, pouvoir avoir des appuis pédestres aussi au sol plus uniformes, on va dire, plus homogènes. Mm. Et, donc, il y a toujours matière, toujours matière. Et puis, bah, les rires sont toujours là, donc c'est magique. Toujours plein de rires et plein de sourires. Ça, c'est magique. Est-ce que vous avez remarqué tous les deux, j'imagine que oui, mais à quel point les enfants, en fait, sont intéressés par leur corps? C'est quelque chose souvent que l'adulte n'imagine pas. En tout cas, bon, nous ici, on est un rassemblement d'adultes un peu particulier, dans le sens où on s'intéresse tous, voilà, au côté découverte du mouvement, au côté sensoriel, à l'apprentissage et à tout ça. Mais, j'ai souvent été surprise en fait par la patience que les enfants ont à passer du temps à sentir leur corps et comme c'est important pour eux, enfin comme ça leur fait plaisir aussi qu'on puisse, les aider à le découvrir. Vous avez remarqué ça aussi? Thierry, je te vois qui hoche la tête. Oh oui, 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 c'est les enfants, mais oui, pour eux, c'est leur premier terrain de jeu, de découverte. C'est très étonnant et ça pose plein de questions. Ça pose des questions sur la temporalité qu'on permet aux enfants. Voilà, parce que moi, par exemple, en petite enfance, c'est 45 minutes. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est 45 minutes confortables pour l'adulte et confortable pour l'enfant dans le sens où il fait quelque chose. Mais un enfant, ça a aussi le besoin de s'arrêter, d'intégrer et de revenir. Et moi, j'ai Mmh. proposé donc, une expérience de dansothèque où j'invitais les enfants de 9h30 à 11h30, champ libre. Et les parents me disaient, mais ça va être trop long. Ben, je dis, on verra. Et en fait, les enfants, ils faisaient des choses, ils s'arrêtaient, ils revenaient, ils prenaient un livre, ils revenaient. Par contre, quand ils avaient vraiment fini, ils savaient très bien reprendre leurs chaussures et leurs chaussettes. Et là, Ah c'était oui, fini. Et c'était 2h30. Et tous ces temps, c'est comme en pratique, on sort d'une PCM, on marche pour intégrer. Les enfants, il faudrait qu'ils puissent intégrer. Et c'est des questions pourtant qui ont été mises à l'œuvre dans le milieu scolaire, que les enfants, s'ils avaient une petite activité et un temps d'intégration en faisant autre chose, ça avancerait beaucoup plus. Et chez les tout petits, c'est flagrant, ils ont besoin de faire. Alors les bébés, c'est génial parce qu'ils travaillent 20 minutes, ils dorment. Sauf quand ils se réveillent, ils savent très bien faire comprendre qu'ils veulent repartir. Voilà, donc c'est vraiment ce plaisir à vivre et puis c'est de l'émotion, ils découvrent et puis ils réussissent des choses, ils se trompent, ils recommencent et de voir comment ça les transforme, c'est merveilleux. Mais il faut qu'ils intègrent pour pouvoir revenir. et oui, et il faut respecter vraiment leur rythme. Virginie, tu disais il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où le biberon est plus important que la séance. C'est ça, mais après, aujourd'hui, enfin, je crois que la société aussi oublie que le rythme de chacun est très important et on n'est pas sur un rythme uniformisé et que l'on peut imposer, et encore plus aux enfants. On leur impose déjà un rythme scolaire, enfin, les adultes leur imposent aussi un rythme de vie du fait du travail, etc. Et finalement, est-ce qu'ils ont assez de temps pour eux, pour chercher, pour expérimenter ou pas? Ça, c'est une question ouverte. Moi, j'ai aussi beaucoup de parents qui vont pas savoir quoi leur proposer, leurs enfants, comme si, en fait, ne rien proposer, c'était pas bien. Ou d'autres qui vont être à proposer, mais tellement que l'enfant n'aura plus ce temps d'espace libre, d'expérimenter par lui-même ou tout simplement de digérer. Parce que moi, quand tu parles d'intégration, moi, je leur dis, mais là, vous êtes en train de gaver une oie quelque part, mais à un moment donné, il faut le laisser digérer parce que sinon, ça ne marche pas. Et tous les apprentissages, en fait, se font, mais au rythme de chacun et surtout avec, pas tous en même temps. En même temps. Mmh. Et,
Les premières explications justement que je donne en tant que psychomote, c'est justement de dire, c'est que quand un enfant est dans le mouvement, il ne peut pas être dans le langage, et quand il est dans le langage, il n'est pas dans le mouvement. Donc, il faut accepter aussi ces différentes phases dans les premières années et qu'il y a des moments de stagnation, comme on dit, mais ce ne sont pas des stagnations, ce sont tout simplement des pauses pour pouvoir mieux digérer et pour pouvoir aller à l'étape supérieure. Mais ça, c'est pas encore des moments qui sont vraiment connus, ou en tout cas reconnus, ou perçus. Et oui, tout à fait. Il y a le tableau parfait du développement qui est dans le livre de J'élève mon enfant, voilà, de la meilleure manière que regardent les mamans et les papas aussi d'ailleurs. Et il y a le développement vraiment de chaque individu, voilà, de chaque petit humain. Qui a aussi ses temps, de mobilité, ses temps de parole, ses temps de compréhension des mécanismes, ses temps d'interaction, tout ça, c'est extraordinaire quand même. Quand on imagine tout ce qu'il a fallu qu'on mette, qu'on apprenne depuis le premier jour jusqu'à la marche, par exemple, ou jusqu'à parler, c'est extraordinaire. Comment vous expliqueriez comment vous expliquez votre travail aux enfants, quand vous vous présentez aux enfants? Je continue avec Virginie. Qu'est-ce que tu dis aux enfants quand tu les reçois? Qu'est-ce qu'ils savent de toi Déjà, moi, je vais les recevoir en tant que psychomotricienne. Donc, je leur parle très schématiquement du corps humain, en leur disant tout simplement qu'en tant que personne, on a une tête qui pense, qui réfléchit, un corps qui bouge, et que bien évidemment, la tête fait partie du corps. D'accord? Ah oui, c'est intéressant ça. Quand même, hein. Voilà. Et que la tête et le corps font les choses ensemble ou pas, et qu'ils se disputent, comme dans une fratrie ou entre copains, et qu'en psychomotricité, en fait, je vais être amenée à travailler avec eux ou à leur faire des expériences qui vont permettre en fait, au corps d'écouter la tête et à la tête d'écouter le corps pour faire les choses le mieux ensemble. Voilà. Tu réconcilies les familles. Réconcilier les familles et qu'on C'est va mignon. utiliser différents moyens, en fait, que ce soit le jeu, pour le coup, que ce soit la danse, le théâtre, le dessin, les activités plastiques, enfin, tout ce qui est à notre portée et que j'utilise comme médiation. Comme ça répond en même temps à une question qu'il y avait sur le chat. Voilà. Oui, j'ai oublié de te poser plusieurs fois, je me suis dit: «Il faut que je te pose cette question», voilà et ce Une quand tu appelles médiation, ça va médiation, être en fait, c'est l'outil, en fait, voilà. les outils que je vais pouvoir utiliser. En sachant qu'en psychomotricité, on utilise essentiellement le jeu. Oui. Donc, Feldenkrais, je rentre dans le jeu corporel. Et si je pose la question autrement, c'est-à-dire que si les enfants qui vont qualifier ce que je leur fais faire, alors ils vont dire qu'on joue quand ils viennent me voir, d'autres qui diront qu'on se roule par terre, d'autres diront qu'on apprend à se connaître, en fait, à connaître le corps en bougeant. Voilà, ça c'est pour les plus grands quand même, hein. Mmh. Mais sinon, essentiellement, on joue, mais on joue avec tout. Et c'est ce qui les déroute aussi en partie quand on peut prendre ne serait-ce qu'un fil, une corde à sauter par exemple, mais qu'on ne va pas l'utiliser pour sauter. Et qu'on va travailler dans le mouvement à partir de cette corde. Détourner les objets, c'est quelque chose aussi qui les surprend pas mal. Et qui vont dire, ah, mais on a fait ce jeu, mais ce n'est pas les règles d'habitude. Ah oui, il y a déjà une référence qui est connue sur, l'utilisation de l'objet. Pour le corps, c'est la même chose. Mmh. Merci et Thierry, comment tu parles de ton travail aux enfants? Qu'est-ce que tu leur dis quand tu te présentes à eux ou Avec les 0-3 ans, je ne dis rien du tout. Voilà, tu es là, c'est tout? je suis juste là. Par contre, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Virginie, c'est vrai que les enfants, quand ils commencent à parler à 3 ans, et si par exemple, la nounou dit on joue, on va jouer avec Thierry, c'est très clair, les enfants disent tout de suite on va danser. Ils ne Ah, mélangent pas danser et jouer. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais, avec moi, ils dansent. Quoi qu'ils fassent, ils dansent.
Avec les plus grands, eh ben, je dis juste que je suis danseur. Et puis après, je les mets dans les expériences de mouvement. Et là, par contre, je travaille beaucoup avec les maternelles et je nomme concrètement les choses. C'est-à-dire, je ne parle pas d'animaux, on fait pas le tapis, du moins, on ne fait pas la grenouille. On est accroupi, on saute, je parle des os, donc du coup, ça donne aussi des choses très étonnantes. Les astragales deviennent les taragales, les trochantères deviennent les pomentaires. Voilà, et ça, c'est super intéressant. Ils adorent ces mots-là. Ça devient aussi des espaces poétiques d'exploration. On nomme des choses, des rampées, des qualités, lent, rapide, dur, mou. Voilà. Donc, on essaie vraiment aussi d'être dans le vocabulaire du mouvement et avec les tout petits, avec les maternelles ou avec les plus grands, voilà. Après, ben, quand j'ai des enfants, des jeunes adultes aussi handicapés qui n'ont pas la parole, et ben, je ne dis rien, je suis juste là et ils comprennent bien que je ne suis pas tout à fait comme les autres, donc ils ont confiance à ça. Tu fais pas la même chose et en fait, peut-être la partie la plus Feldenkrais que je vois apparaître dans ce que tu nous dis là, c'est le fait de dire le mouvement, de citer, comme ça, différentes parties du corps ou Oui, ou de demander aussi de demander à décrire ce qu'ils font, voilà, oui. mais de repérer aussi comment un os, est-ce qu'une articulation tourne, plie, voilà, qu'est-ce que c'est que le haut, le bas, l'avant, l'arrière, refaire à l'inverse, refaire lentement, refaire vite, voilà, toutes ces petites choses-là. Et puis de sentir aussi ce qui bouge, Mmh. voilà. Dire, par exemple, la lenteur avec les enfants, c'est un endroit d'expérimentation qui est absolument merveilleux. C'est-à-dire que pour eux, c'est des endroits de... Alors, ils me disent pas toujours ce qu'ils ressentent, mais quand je les mets dans l'expérience de la lenteur, je sens bien qu'ils perçoivent aussi tout ce qui est du domaine de l'interne. Et ils posent des questions aussi. Donc, est-ce qu'on peut danser avec le zizi? Voilà, donc toutes ces choses-là aussi sont... Et c'est hyper important parce que ça fait partie aussi de leur questionnement, de leur rapport au corps et au mouvement. Et bien oui, bien sûr qu'on peut danser à partir de ça. On a Mmh. oublié qu'on peut danser à partir de ça. Voilà, donc c'est aussi des façons de créer des curiosités. Après, ils peuvent construire après les petits abécédaires. Voilà, on joue avec tout ça, quoi. Mais nommer vraiment le corps de façon concrète et pas bêtifiante. Voilà, avec les enfants, je n'aime pas trop ça. Puis ça ne m'appartient pas. Il y a d'autres gens qui le font très bien. Moi, je ne fais pas ça très bien, donc pourquoi je le ferai? Donc, je parle de colonnes, je me suis même fait construire une colonne en bois pour l'amener aux enfants, pour qu'ils puissent voir ce que c'est, pour qu'ils puissent Mmh. savoir cette image aussi, cette question. Nous, on nous demande, en tant que praticien, du moins quand on est élève, d'avoir une visualisation de la colonne. Et moi, aux enfants, je leur amène, et du coup, de voir aussi comment, de seul coup, ils bougent avec cette sensation de volume, parce qu'ils l'ont touché avec les mains, et puis après, ils se l'imaginent à l'intérieur. Donc là, on va aussi dans de la sensation très, très fine, et dans des danses aussi très surprenantes. Mmh. Ce côté-là, Thierry, moi, je le retrouve avec les plus grands, on va dire, quand ils arrivent avec leurs connaissances scolaires et que finalement, ils ont que des connaissances scolaires, mais qu'ils n'ont pas la connaissance ou la conscience du ressenti et de ce qui leur appartient. Et du coup, c'est pouvoir mettre en effet le mot omoplate sur une partie de soi, avoir du concret, de voir que cette omoplate, en effet, elle peut être mobile et qu'elle va être mobile de façon différente. Et à partir de là, l'enfant, il ressort, mais avec des connaissances, mais surtout une conscience de lui-même qui est tout autre et qui est enrichie. Et il va spontanément, après, la diffuser en fait, à ses parents, dire: «Ah, mais aujourd'hui, j'ai appris plein de choses, mais ça va être étonnant en fait, pour eux parce qu'il en est surpris.» Mmh. Moi, Peut-être tu au studio, j'ai des planches anatomiques, et quand les parents viennent avec leurs enfants, les enfants viennent regarder les planches anatomiques et ils posent des questions aux parents. Et donc, les parents sont obligés de s'intéresser et d'expliquer ce que c'est, de dire ce que c'est parce qu'ils ne lisent pas. Et du coup, les parents, ils font toucher à l'enfant leur omoplate ou ils touchent l'omoplate de l'enfant. Et donc, ça crée aussi un dialogue tonique qui est absolument merveilleux. Et donc, c'est aussi apprendre ensemble à sentir des choses. Et là, pour moi, c'est aussi c'est là où je dis que c'est passionnant, c'est de voir ça. La curiosité, elle est immense. Et les parents peuvent très, très vite devenir curieux parce que si les enfants, ils ont envie de répondre aux enfants. Donc, voilà, et des fois, ils ont des petits
des petites questions, donc ils viennent me chercher. Et ils expérimentent, ils gèrent et tout ça, c'est vraiment agréable à voir. Vous me passionnez tous les deux. Alors, moi, j'ai eu un adulte cette semaine, quand j'ai parlé des omoplates, de sentir l'espace en étant couché sur le dos, de sentir l'appui de ces omoplates. Et j'ai posé la question de savoir s'il y avait un petit peu d'espace d'un côté ou de l'autre de l'omoplate. J'ai vu quelqu'un passer ses mains comme ça en bas, dans le creux des lombaires. Donc, j'ai répété plusieurs fois omoplate et j'ai ramené sur l'idée que les omoplates s'articulaient avec les épaules, etc. Et comme la personne persistait à venir toucher sous la région lombaire, j'ai fini quand même par aller lui demander si elle avait si elle était inconfortable dans ses lombaires ou si elle situait les omoplates par là. Et elle m'a dit: «Ah, mais moi, j'ai toujours cru que c'était là, près du bassin». Alors c'était pas la même personne que celle qui pensait qu'elle avait les côtes en la longueur comme ça, heureusement, mais c'était quelqu'un qui avait encore une idée assez originale de l'anatomie finalement. Alors, bah, du coup, j'ai ressorti le squelette du placard. Voilà. J'ai dit: «Tiens, Oscar va venir faire une PCM avec nous aujourd'hui. Ça serait bien que tout le monde, regarde un petit peu les omoplates et puis, revienne», voilà. Parce qu'effectivement, les adultes n'ont pas toujours non plus une notion très, très claire, même sommaire, le sommaire peut être très, très, très sommaire parfois. Voilà. Je n'ai pas vu de nouvelles questions arriver. J'ai vu passer une bulle de discussion que j'arrive pas à retrouver. Ah si, voilà quelqu'un qui m'a parlé d'une flûtiste. Ah oui, il y a quelqu'un qui me dit: «J'ai fait quelques séances avec une petite flûtiste de 10 ans qui m'expliquait très scientifiquement le mécanisme de la respiration, mais qui ne sentait pas où ça bougeait quand elle respirait». Et effectivement, on peut connaître les choses d'une façon très théorique et je pense, Virginie, c'est un peu aussi ce que tu sous-entendais quand tu as parlé du début de ta carrière. Avec le fait que dans la psychomotricité, dans les études de psychomotricité ou moi pareillement dans les études de kiné, on aborde l'anatomie, on aborde le développement du mouvement, on aborde les niveaux d'évolution motrice et tout ça. Mais, par exemple, enfin moi je sais que dans notre formation kiné, les niveaux d'évolution motrice, on les a jamais fait nous-mêmes en se mettant par terre et en se disant: «Allez maintenant tout le monde rampe, tout le monde tourne» et cetera. On nous a projeté un panneau avec un PowerPoint et voilà, on nous a dit: «L'enfant fait ci, ça et ça» et personne jamais ne nous a, fait faire le mouvement. Il y a que dans des stages avancés, plus tard, quand on travaille sur, voilà, la rééducation avec les enfants, qu'à ce moment-là, dans certaines méthodes, on le fait et ce passage de l'adulte à travers du mouvement de l'enfant, alors c'est ce qu'on fait dans les cours, c'est ce qu'on fait dans la formation aussi. Je pense que c'est vraiment une étape très importante pour l'adulte pour, heu, pour pouvoir aller par la suite s'adresser à l'enfant. Parce que, vas-y Virginie, je te laisse. En fait, nous, en psychomotricité, on est beaucoup dans l'expérimentation quand même. En fait, on nous propose plein de choses pour pouvoir expérimenter et en tout cas, de ce que je me souviens de mes années, surtout la première année, c'était justement déstabilisant parce que on avait plein, plein, plein d'activités corporelles. On avait du tai chi, on avait du chant, on avait des percussions, on avait Mmh. plein de choses. Et en fait, on était dans l'expérimentation et on nous disait, on n'avait aucune théorie en fait dessus. Et D'accord. c'était au secours, que se passe-t-il? On nous demande d'expérimenter et on n'en fait rien. Et en fait, on nous expliquait, mais prenez, parce que ce sont que des expériences en fait qui vous serviront. Et en effet, au fil des années, dans l'expérience, on s'est rendu compte qu'il y a plein de choses que j'avais expérimentées et qui ont pris corps finalement par la suite. Mmh. Voilà. Et c'est aussi ce que moi j'essaye de faire en tout cas diffuser aux parents quand j'ai les enfants, c'est leur dire qu'il faut pas qu'ils hésitent en fait à se rouler par terre avec eux, qu'ils fassent des choses ensemble et que déjà l'imitation c'est le premier moyen de communication et qu'un enfant on peut pas lui demander de faire si l'adulte ne le fait pas. Et, et ça c'est permettre aussi en fait d'accepter de ne
plus être, on va dire, dans des règles sociales, mais d'être vraiment dans de la spontanéité, mais même cette spontanéité corporelle, en fait, qui se perd. Et les parents sont assez surpris, mais après, quand ils me connaissent, finalement, ils se laissent facilement aller et ils disent que même eux, ça leur fait du bien. Et oui, les parents finalement découvrent le mouvement à travers l'enfant, C'est ça. effectivement. Alors comment dire, cette réflexion devance presque un petit peu un peu la fin hein, de cette réunion-là tous ensemble. Je n'ai pas vu de nouvelles questions arriver sur le chat. J'imagine que vous êtes comme moi, vous n'avez plus de questions, voilà, vous êtes tout oui et ça vous passionne. Bah justement, si vous aviez un message à envoyer, alors, aux parents, aux aidants, aux accompagnants, qu'est-ce que ça serait ce message par rapport à tout ce que vous voyez, par rapport à votre travail avec les enfants? Peut-être je reviens vers Thierry. Bah, juste de faire avec et de se laisser faire par les enfants. Voilà, si on a, c'est juste d'un seul coup d'abandonner un peu sa position d'adulte, c'est accepter que l'enfant nous conduise, nous fasse faire. Et si on fait confiance à ça, mais c'est que du bonheur. Moi, j'adore être avec des petits bouts qui ne parlent pas, qui bougent ou qui ne bougent pas. Juste, on est là ensemble et on prend ce qu'il y a à prendre. Et c'est une relation très, très forte. Moi, j'ai des rencontres avec les enfants, mais qui restent là, qui m'habitent et qui continueront à m'habiter. Et souvent, elles sont réciproques. J'ai eu l'expérience il y a un an de ça, un petit garçon de 4 ans qui m'a vu arriver, il s'est arrêté dans la rue, il s'est arrêté, immobilisé. Et sa maman me dit, mais c'est incroyable, il vous reconnaît, je l'avais vu, il avait 6 mois. Mmh, Il avait 4 ans. Et il a reconnu. Alors, il a senti l'odeur, la posture, mais il s'est arrêté, mais vraiment comme ça. Donc voilà, et puis les parents, quand ils ont compris qu'ils peuvent faire des choses, parce que les espaces de partage par enfant, ça n'existe pas beaucoup. Une fois qu'on a mis la main dedans, par contre, on pourrait faire ça. Moi, je pourrais faire ça toute la journée, hein, j'ai des demandes, parce qu'il n'y a pas cet espace où on laisse l'enfant et on le récupère. Mais faire avec, c'est hyper important. Et ça n'a pas d'âge. Parce que des ados, faire des choses avec leurs parents, venir au studio danser avec des parents, c'est super intéressant parce que c'est aussi un autre rapport au corps, c'est aussi un autre apprentissage du lien qu'on peut avoir avec un papa ou une maman alors qu'on a 14-15 ans et qu'on a plein de questions. Voilà, donc le faire avec, c'est hyper important. merci, merci Thierry. Virginie, alors tiens, j'ai une question pour toi. Parmi toutes les médiations que tu as citées, qui sont à ta disposition, quand est-ce que tu ressens le moment que le Feldenkrais est le plus approprié? Alors, le On est Feldenkrais, reparti pour une soirée là, hein. non, je vais essayer d'être bref, mais le Feldenkrais, moi, il me sert énormément pour les enfants ayant des troubles des apprentissages, euh, pour les enfants qui vont être qualifiés d'hyperactifs, dyspraxiques. Alors, je vais utiliser le Feldenkrais, je vais prendre un exemple pour l'enfant dyspraxique, par exemple, où là, l'enfant a une intention de mouvement, mais le corps ne répond pas à cette intention. Et du coup, je vais utiliser cette approche-là pour décomposer le mouvement. Et étape par étape, finalement, l'enfant, il va ressentir chaque étape et au fur et à mesure, il va pouvoir lui faire son film du mouvement et se l'approprier. Mmh. Ça, c'est une idée. Après, il y a tout ce qui va être gérer, comment dire, l'impulsivité, la temporalité, le tonus. Et je vais utiliser le Feldenkrais dans le sens où ça va être à un moment donné une décharge motrice qui va être nécessaire pour l'enfant. Donc là, on a l'autorisation en effet de se rouler par terre, mais en même temps, on se roule par terre, mais on essaye de comprendre ce qui se passe, comment on le fait et comment on peut le faire autrement et comment on peut le faire comprendre à l'autre. Et c'est tout un jeu de partage en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu en effet à la question, Catherine, mais pour moi, c'est en même temps
c'est de la psychomotricité, c'est ce que je fais spontanément et c'est en même temps ce qu'on découvre lors de la formation et qui est encore enfin, qui met encore plus mon métier, j'allais dire, en avant auprès des enfants. Et derrière, comme l'approche amène aussi du bien-être et de la détente, eh ben, il y a des moments où ça va être plus intense sur la respiration, ça va être plus intense sur la position, sur la posture. Euh, je vais recevoir des enfants, par exemple, avec des troubles du graphisme. Et pour le coup, ben, on va travailler sur toute la posture au bureau avant. Et là, je me resserre de toutes les leçons sur les appuis des pieds, les appuis assis, sur les fesses, sur ses ischions, pas le voûté, pas sur le dossier. Enfin, voilà. Et toute cette approche-là, en fait, les enfants me regardent avec des yeux complètement étonnés. Mais qu'est-ce que tu nous fais faire là? Et pour le coup, ben, s'approprier en fait la posture et se rendre compte que finalement, ils n'ont pas forcément besoin, en effet, des dossiers ou d'être en sandwich contre le bureau et la chaise pour pouvoir tenir debout, enfin assis. Mmh. Et qu'il y a plusieurs positions assises aussi, qu'il y a C'est ça. des options différentes. Ouais. Mmh. Eh bien, l'heure avance, hein, bien, l'heure a bien avancé. Alors, on va peut-être conclure avec ça.